Vous écoutez l'Armée des Ondes. Avouons donc au surplus que l'appartenance à sa patrie, la fidélité à sa culture, ce sont là pour le commun des hommes des engagements sacrés dont on ne se libère que par une monstrueuse perversion du cœur et de l'esprit, perversion qui s'appelle en bon français reniement, trahison. Nous sommes de la génération des vivants, vous êtes la dernière génération des morts. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, notre État français nous l'aurons. Je vais t'obliger à collaborer avec moi à une œuvre extraordinaire. Les grands premiers ministres du 20e siècle, c'était Trudeau, c'était Mulroney, c'était Chrétien, c'était Paul Martin. J'ai déjà vu des faux culs, mais vous êtes une synthèse. C'est vrai qu'on a été battu, au fond par quoi? Par l'argent et des votes ethniques. Et lui, il sait ce qu'il veut. Il a pas la langue dans sa poche. Une nation forte. C'est une nation métissée. Come to withdraw my ass-licking cocksucker motherfucking son of a bitch! Canada is a country that was built by immigration. Mais va la fermer sa gueule! Bonjour à tous et bienvenue à cette seconde mensuelle de l'Armée des Ondes. Je prends quelques minutes pour vous remercier de l'intérêt apporté à la première émission. Vos commentaires ont grandement été appréciés et ils seront toujours au fil de cette aventure. Nous nous efforcerons d'améliorer la qualité technique et la pertinence de nos chroniques, tout en gardant le caractère distinct et désinvolte de la mensuelle. Ceci étant dit, passons immédiatement aux nouvelles du front. Atalant, a far-right group based in Quebec City. On comprend absolument rien. Quand tu parles, c'est comme des toilettes bouchées. Atalante Québec fait sentir sa présence. Ils se définissent comme une organisation politique identitaire. Leur slogan, « Exister, c'est combattre ceux qui me nient ». Eh ben, mes cadets, ça commence bien. Alors, les nouvelles du front du mois d'octobre dernier. Encore et toujours, les militants d'Atalante ont sillonné les rues de Québec et de Montréal pour distribuer des denrées à nos compatriotes en souffrance. Les mesures gouvernementales visant à isoler les citoyens les uns des autres n'aura pas eu raison de nous. Et nous serons toujours présents pour aider les Canadiens français les plus démunis. Rappelons que la misère humaine ne tient aucunement compte de telles mesures et continuera de proliférer en touchant la majorité des différentes couches sociales de notre nation. En ce sens, il vous est toujours possible de contribuer financièrement à ces actions en offrant vos dons sur le site web d'Atalante. Gardez en tête que le Noël d'Atalante aura lieu au mois de décembre prochain. Encore cette année, nous distribuerons des denrées et des jouets à des familles canadiennes-françaises en difficulté. Le calcul est simple à faire. Plus nous recevrons de dons, plus de familles auront la chance de passer un Noël chaleureux et jovial. Tous nos militants vous remercient d'avance. Ensuite, comme on pouvait s'y attendre, une prolongation du confinement a été ordonnée. Face à cela, Atalante a organisé des tractages dans plusieurs régions du Québec. Ces mesures draconiennes prises face à cette soi-disant pandémie ont vu la mise en place d'actions rappelant étrangement celles imposées par un régime policier arbitraire. Dû à ces nouvelles lois et mandats d'exception, les pertes d'emplois et les faillites de nos PME grimpent en flèche. Comme nous l'avons mentionné sur notre page Facebook, cette supposée gouvernance nationaliste nous laissera bientôt comme seul choix les grandes surfaces américaines ou la pieuvre Amazon. Dans un autre ordre d'idées, nos militants ont eu le droit à une conférence fort intéressante sur Ahmed Shah Massoud, mieux connu sous le nom du Lion du Panchir. Le commandant Massoud fut le chef d'une force armée afghane qui combattit à la fois contre les soviétiques et le régime taliban. Je vous annonce qu'il sera possible d'entendre nos conférences sur cette plateforme sous peu. La première aura comme sujet la vie du commandant Zéro, que nous avons eu la chance d'entendre le mois de septembre dernier. Pour finir, je vous invite à suivre une nouvelle émission de l'Armée des Ondes qui a pour titre « Les Chroniques de Cali », où vous pourrez forger et aiguiser vos esprits à la lecture, la discussion et la synthèse. C'est tout pour les nouvelles du front. Passons immédiatement aux nouvelles nationales. Moi, je suis un Canadien français. Si on choisit de s'écraser, si on choisit de s'allonger, le monde, ils vont s'essuyer les pieds sur nous autres. Puis les peuples qui meurent, ça meurt longtemps. Ils ont défriché ce pays-là dans les miroirs rongés par les fous, à manger du navet, des hivers d'état. Ils n'ont pas de leçon à recevoir de personne, surtout pas des Anglais d'Ottawa qui les ont toujours écrasés.
Avant de plonger dans le vif du sujet, je voudrais prendre un instant pour remercier tous les auditeurs de l'épisode numéro 1. C'est vraiment avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve ici pour cet épisode numéro 2. Bien entendu, je voudrais aussi souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous syntonisent pour la première fois. J'espère que vous trouverez ici assez de divertissement et d'informations pour faire de vous des assidus. Ceci étant dit, allons-y. Pour débuter, une rapide mise à jour concernant les éditions Tardivelles, car on peut dire qu'eux, ils ne chantent pas en ce moment. En effet, le mois passé, je vous invitais à passer par leur page Facebook pour montrer votre support et surtout pour vous procurer leur première parution. Eh bien, ce mois-ci, je vous relance l'invitation. Et oui, un autre ouvrage est maintenant disponible et pas n'importe lequel en plus. Il s'agit d'un recueil de textes fort bien sélectionné de Lionel Groulx nommé Anthologie politique. Voilà un ouvrage qui tombe parfaitement à point pour briser la monotonie du reconfinement. Effectivement. Je vous amène ailleurs. Au début du mois, on apprenait que le président du Parti conservateur du Québec, M. Adrien Pouliot, a fait la demande pour le déclenchement d'une course à la chefferie dans le but d'être relevé de ses fonctions le plus rapidement possible. Maintenant, je sais ce que vous vous dites. Il y a un Parti conservateur au Québec? Bien oui, et honnêtement, j'ai été aussi étonné que vous en entendant la nouvelle. Bon, sérieux, j'exagère. Mais il est vrai que le parti manque présentement cruellement de visibilité. C'est pourquoi je vous invite à consulter leur programme et à vous faire personnellement une tête là-dessus. Vous y trouverez peut-être quelque chose qui pourrait vous parler. Par contre, je vous avertis de facto, ce n'est pas le Parti nationaliste qu'on espère tous voir un jour faire campagne au Québec. On n'est vraiment pas là avec le PCQ. On parle plutôt ici d'un parti pro-fédéralisme, pro-libre-marché, moins orienté social, bref, un parti, si on peut dire, plus à l'américaine. Et avec des élections à venir dans moins de 2 ans, la question du pour qui voter s'impose donc de nouveau d'elle-même. Et quand on y pense une minute, quelles sont actuellement nos options? Bon, les libéraux et Québec solidaire, sérieux, on n'est pas masochistes, dossier réglé, c'est ad vitam aeternam hors de question. Le Parti québécois, pas sûr. On voudrait bien, mais c'est tellement plus que c'était. En même temps, faut l'avouer, avec l'arrivée de Paul Saint-Pierre Plamondon à sa tête, on sent que le vent pourrait rapidement tourner. Il y a quelque chose dans son discours qui permet de croire que de grandes choses se préparent au PQ. Pourquoi pas faire simple dans ce cas-là et réélire la coalition Avenir Québec? Une fois les masses tombées, on n'est plus trop certain. Il y a comme un petit goût amer qui ne donne pas envie d'y retourner. Tout à fait. Le Parti conservateur du Québec, avec un leader crédible, pourrait faire une opposition intéressante. Oui, mais jamais une alternative. En ce moment, beaucoup de pression est mise sur Éric Duhaime pour combler ce poste. Il serait fort intéressant de voir dans quelle direction Duhaime pourrait amener ce parti. En même temps, faut pas se leurrer, la CAQ risque de rester au gouvernail encore bien longtemps. J'aimerais prendre quelques instants pour revenir sur la CAQ et en particulier sur le premier ministre François Legault. D'emblée, je suis tout à fait d'accord avec vous qu'on peut remettre en question sa gestion de la crise sanitaire, ou du moins fortement la questionner. Il n'y a vraiment aucun doute là-dessus. Et surtout, je pense qu'il est vraiment important de jamais oublier son virage à 180 degrés en ce qui a trait à ses promesses électorales en matière d'immigration et son économie nationaliste douteuse. Je tiens quand même à le saluer pour avoir pris fortement position en notre nom vis-à-vis des attentats de ces dernières semaines en France, en condamnant l'islam radical et le terrorisme, et en offrant son support au président de la République, Emmanuel Macron, il a démontré au peuple français que le peuple québécois sera, comme toujours, à leur côté dans les moments les plus sombres. En même temps, bien qu'agréable à entendre, tous ces discours de solidarité n'arrangent rien dans les faits. Demain et après-demain, la situation sera encore la même. Le risque d'une attaque similaire au Québec ne diminuera pas avec des paroles, mais bien avec des actions. Le beau discours de Legault devient donc un peu caduc quand on repense à son fameux virage à 180 degrés sur l'immigration. Voilà. Justement, comme pour illustrer mon propos, je voudrais revenir un moment sur un événement troublant qui s'est déroulé à Montréal-Nord et qui a reçu de la part des médias à peine l'attention d'un fait divers. Il s'agit de l'attaque d'une caserne de pompiers par un individu armé d'un couteau et d'un Coran. On ne sait pas grand-chose sur le suspect pour le moment, mais on serait curieux d'en apprendre davantage. Un détail d'intérêt. L'homme aurait crié « Allah Akbar » avant de foncer sur les policiers. Heureusement, personne sauf le suspect n'a été blessé dans cette intervention. Les motifs et le but recherché par l'individu n'ont toujours pas été dévoilés à ce jour par les autorités, et on se demande bien pourquoi. Un peu d'humour alambiqué pour la suite. L'adage « le ridicule ne tue pas » est vrai, et pour preuve, regardez les universités. Si l'inverse était vrai, je vous confirme que le rectorat et les salles de classe auraient des allures de charnier. Aujourd'hui plus industrie que fleuron de l'éducation, elles s'adaptent à leur clientèle dans l'unique but d'attirer le plus grand nombre. Mais qu'arrive-t-il quand cette fameuse clientèle ne pense qu'à réécrire l'histoire en la coloriant à la manière de Netflix? Eh bien, on censure, on formate pour ne pas froisser la sensibilité des frêles. Vous pourrez en parler avec Mme Verouchka, lieutenant Duval de l'Université d'Ottawa, elle qui a été mise à pied ce mois-ci à la suite d'une plainte, seulement d'une plainte, pour avoir utilisé un certain mot durant un cours. Ironie, Mme lieutenant Duval utilisait ce fameux mot pour illustrer un concept pourtant très gauchiste,
celui de la réappropriation culturelle. Et que penser du tumulte qu'a causé Catherine Russell en citant devant ses élèves l'ouvrage de Pierre Vallière? C'est tout simplement démesuré et ridicule. En même temps, bien que victimes toutes les deux de la situation, il est important de retenir que tout comme les universités, elles ont été les architectes de leur propre malheur. Impossible de nier la dérive des campus vers un marxisme culturel déjanté et hystérique, et ce souvent par les mains, ou du moins avec le soutien, du corps enseignant de certaines facultés qui deviennent les victimes de leur propre inquisition. La situation est tout simplement délicieuse. En effet. Il est donc fort amusant, je l'avoue, de voir cette même gauche venir mordre sa propre queue. Je leur souhaite donc la bienvenue dans le monde qu'ils ont aidé à bâtir depuis plus de 60 ans. En tout cas, une chose est sûre, Danny Laferrière ne doit pas vendre beaucoup de copies de son livre dans les coops étudiantes en ce moment. C'est vraiment avec beaucoup de tristesse que nous allons le faire, mais il est essentiel que nous prenions un moment pour revenir sur les événements qui se sont déroulés lors de la dernière Halloween. Comme vous le savez probablement déjà, notre belle capitale a été le théâtre d'un tragique événement qui a coûté la vie à 2 personnes, en plus d'en laisser 5 autres grièvement blessés. Triste histoire, en effet. Nous, les militants d'Atalante, souhaitons offrir nos plus sincères condoléances aux familles et amis des victimes, et aussi par la même occasion, nous désirons souhaiter un prompt rétablissement aux survivants de ce drame horrible. Puisse une telle chose jamais se reproduire. Malheureusement, il aura fallu ce triste événement pour que le gouvernement réévalue ses investissements en santé mentale. Il est plus que temps, car jusqu'à présent, on ne peut pas dire que toutes les coupures effectuées en santé nous auront bien servi. En cette Xème semaine de confinement, en cette période où on a l'impression que nos seules libertés se résument à travailler et à magasiner en ligne, il est plus que jamais important de prendre soin des nôtres, de briser l'isolement et de se soustraire au monde virtuel. Ne laissons pas un virus chinois nous déshumaniser. Achetez local, laissez tomber les multinationales apatrides, encouragez des gens de chez nous et non des milliardaires dégénérés. Sur ce, au mois prochain pour un autre épisode. Très bonne conclusion, mon cher. Allons maintenant faire un tour du côté des nouvelles internationales. How dare you? You have stolen my dreams, my childhood. Silence, la vilaine! J'ai dit, il n'y a pas une culture française. Parce que moi, l'art français, je ne l'ai jamais vu. Tends-lui la main, ça aide. Si je lui tends, ça sera au travers de la gueule. Bref, l'occasion de parler effectivement de la montée de l'extrême droite. Je suis antisémite, moi. Either you are with us, or you are with the terrorists. What the fuck is that? Allahu Akbar! Et maintenant, les nouvelles internationales. En Espagne, fin octobre, avec la présente recrudescence des cas de COVID, le président socialiste espagnol, Pedro Sánchez, a annoncé l'instauration d'un état d'urgence sanitaire pour une durée de plus de 6 mois, ce qui nous mène jusqu'au 9 mai 2021 sur tout le territoire. Aussi, un couvre-feu sera appliqué, à l'instar d'autres pays de l'Union européenne, dans toute la péninsule de 23h à 6h, sauf aux îles Canaries. La raison du resserrement des mesures serait imputable au fait que l'Espagne serait le premier pays de l'Union européenne à dépasser le 1 million de cas. Pourtant, même avec le retour du confinement, les gens pourront toujours aller travailler ou faire leurs courses pour leurs besoins essentiels, alors que les loisirs ou les rencontres familiales, il n'y a qu'à penser au temps des fêtes qui approchent, seront pratiquement interdits. Reste à savoir si de telles mesures seront réellement efficaces, sachant que c'est, encore une fois, le peuple espagnol qui en paiera le prix à long terme. De plus, des mesures aussi drastiques ont été imposées en Italie et en France. Étrangement, peu d'échos nous parviennent de la Suède. Son approche moins intransigeante pourrait-elle se révéler un véritable succès? Mystère. Intéressant. En France, depuis la mi-octobre, force est de constater que la France est la cible d'une nouvelle vague d'attentats djihadistes. En effet, le 16 octobre dernier, à Conflans-Sainte-Honorine, un enseignant d'histoire du nom de Samuel Paty a littéralement été décapité. Je répète, décapité, en pleine rue par un islamiste d'origine tchétchène. Ce dernier n'aurait pas digéré que le professeur montre en classe des caricatures de Mahomet. Ironiquement, pendant le cours où l'enseignant allait montrer les dites caricatures, une suggestion avait été faite aux étudiants musulmans de quitter la classe, pour éviter que ceux-ci soient froissés par de telles images. Il ne faut pas oublier qu'en France, la loi sur la laïcité, qui, à son adoption, était principalement dirigée contre le catholicisme, permet en théorie de critiquer toute religion, liberté d'expression oblige. Il n'y a que se rappeler l'attentat contre Charlie Hebdo, en janvier 2015.
Le plus surprenant, c'est que ce sont ces soi-disant progressistes inclusifs qui se font attaquer par les islamistes. Eux qui prétendent que l'immigration serait une richesse et qui sont les premiers à dire « pas d'amalgame ». Le 29 octobre, soit à peine 2 semaines après le meurtre de l'enseignant, un nouvel attentat a eu lieu, encore une fois, à Nice. Un islamiste aurait fait éruption dans la basilique Notre-Dame de l'Assomption et aurait tué 3 personnes au couteau. Lorsque les forces de l'ordre sont intervenues, celui-ci les aurait chargés en criant « Allahu Akbar !» Les policiers ont répliqué et l'assaillant aurait été atteint par 8 projectiles. Combien de morts faudra-t-il encore pour que les politiciens français se réveillent? Aussi, le maire de Nice, Christian Estrosi, a déclaré pendant l'hommage aux victimes que « Comme pour toute guerre, nous devons entrer en résistance. » Encore un exemple de fausse fermeté de gouvernants qui ne sont tout simplement pas capables de protéger leurs citoyens. D'ailleurs, le président français Emmanuel Macron s'est donné le rôle de défenseur de la liberté d'expression républicaine. Liberté d'expression qui met les écrivains à l'amende ou derrière les barreaux justement, quand ils s'expriment différemment, hein? Faut pas l'oublier. L'hypocrisie des élites libérales est flagrante, invitant sur le sol national des centaines de milliers de musulmans, incompatibles avec les valeurs occidentales et encore plus avec les valeurs libérales libertaires, mais ô combien utiles comme main-d'œuvre bon marché à exploiter. Cette élite reste surprise quand ces gens profondément croyants réagissent aux insultes puériles et scatologiques dirigées contre leurs prophètes. Les vrais responsables de ces meurtres qui ont coûté d'innombrables vies en France sont justement ces élites qui, dans leur confort et leur sécurité, gardent les vannes de l'immigration grandes ouvertes pour le capital sans jamais en subir les conséquences et qui, pire encore, réclament le droit, dans une telle situation, de continuer à provoquer un djihad qui est dirigé contre le français lambda. Pendant ce temps, on revient toujours avec les mêmes foutues excuses de républicains que l'islam s'attaque à la liberté d'expression, à la laïcité ou encore à l'égalité homme-femme sans jamais, mais jamais mentionner le réel. Soit l'incompatibilité civilisationnelle entre les peuples occidentaux et orientaux. Pourtant, ce ne sont pas des valeurs qui se font décapiter, mais bien des Français. En Turquie, entre les 2 attentats en France, le président turc Recep Tayyip Erdoğan, dont nous avons parlé lors du précédent épisode, a commencé à s'en prendre publiquement au président français en disant qu'il le soupçonne d'avoir un problème envers l'islam et à qui il recommande de subir des examens médicaux. L'Élysée a choisi de rappeler son ambassadeur à Ankara en signe de protestation, ce qui n'était pas arrivé depuis 1901, signe que la situation se détériore entre la France et la Turquie. Aussi, la France pourrait soutenir les Arméniens comme riposte, mais il s'agit là d'une autre histoire. Depuis l'arrivée au pouvoir du président Erdoğan en 2014, ce dernier ne cesse de remettre la Turquie sur le chemin de l'islamisme et de l'hégémonie ottomane. Déjà, en 1997, il avait déclaré ceci, écoutez bien, « Les minarets seront nos baïonnettes, les coupoles nos casques, les mosquées seront nos casernes et les croyants nos soldats. » Dans tous les cas, depuis la réaction diplomatique française, M. Erdoğan a appelé les Turcs, ainsi que les pays musulmans, plus généralement, à boycotter les produits français et à dénoncer les propos du président Macron. Tiens donc. En Autriche, le 2 novembre dernier, a eu lieu un énième attentat islamique sur le territoire européen. L'attaque a fait 4 morts et une vingtaine de blessés. Ça arrête pas. Le djihadiste aurait été abattu par la police. L'État islamique a revendiqué cet attentat. Le terroriste d'ailleurs serait d'origine albanaise, mais on sait pas trop, c'est pas clair. Il se serait fait connaître de la justice autrichienne en 2018 pour avoir tenté d'aller en Syrie combattre avec les djihadistes. Il aurait été condamné à 22 mois de prison, mais en aurait fait à peine quelques-uns, puisqu'il était mineur à ce moment-là, et il devait suivre par la suite un programme de déradicalisation gouvernementale. Visiblement, ce fut un échec, puisqu'il est tout de même passé à l'acte. Selon le ministre autrichien Karl Nehammer, le terroriste aurait simplement usé d'une pratique nommée taqiyya,
qui consiste à cacher sa foi aux yeux des mécréants. Une fois de plus, nous avons ici la preuve que les programmes libéraux de déradicalisation sont une perte de temps et d'énergie face à un ennemi civilisationnel toujours plus présent en Europe. Aux États-Unis, après la mascarade de la campagne électorale américaine et du vote qui s'ensuivit, il semble que Joe Biden a finalement été élu le 7 novembre. S'il a été aussi long de connaître les résultats électoraux, c'est que les pourcentages de vote étaient extrêmement serrés dans plusieurs États clés. On parlerait ici de quelques milliers de voix dans chacun des États de différence. Dans la nuit du 3 au 4 novembre, Donald Trump semblait se tirer d'affaire et aurait déclaré qu'il était alors réélu. Mais depuis, la compilation des votes a continué et Joe Biden l'aurait remporté de peu. Depuis, le président sortant a crié à la fraude électorale et a dit qu'il irait jusqu'en Cour suprême pour rester au pouvoir. Effectivement, on peut constater que les États-Unis sont carrément divisés et déchirés. Contrairement à ce qui nous est rapporté sur les berges du Saint-Laurent, Donald Trump aurait fait encore un meilleur score auprès des électeurs latino-américains qu'en 2016. Bref, ce pays qui se fait le chantre de la démocratie libérale dans le monde a lui-même des problèmes à en appliquer correctement les principes. Reste à savoir si Donald Trump reconnaîtra sa défaite ou s'il essaiera de conserver son poste grâce au pouvoir judiciaire, ce qui semble loin d'être acquis. Bref, nous sommes saturés d'entendre parler des États-Unis jusqu'à chez nous. Triste témoignage de la colonisation mentale que le Moloch du Sud exerce sur les esprits canadiens-français. En terminant, une petite mise à jour sur la situation arménienne. Fin octobre, les troupes d'invasion azéries se rapprochent dramatiquement de la capitale du Haut-Karabagh, Stepanakert. Les Arméniens tiennent bon malgré tout, puisque pratiquement abandonnés de tous. Le groupe de musique métal grand public System of a Down s'est réuni pour l'occasion, malgré la division interne du groupe sur des divergences politiques, pour soutenir finalement l'Arménie avec la chanson Protect the Land. Le chanteur et figure de proue du groupe Serj Tankian, connu pour ses positions pacifistes et sans frontiéristes, semble finalement trouver des vertus aux dites frontières et à l'autodéfense armée quand le péril est imminent. Souhaitons qu'il verra finalement la lumière. Pourtant, le 9 novembre dernier, un cessez-le-feu a été signé entre les belligérants sous l'égide de la Russie. D'ailleurs, Moscou dépêchera une force de maintien de la paix pour une durée de 5 ans le long de la ligne de contact dans le Haut-Karabagh. Curieusement ou pas, la présente trêve profitera plutôt à l'Azerbaïdjan, qui récupérera la région de Kelbajar. Le président azéri se félicite de la situation qu'il qualifie de victoire. D'ailleurs, il a dit ceci: « J'avais dit qu'on les chasserait, les Arméniens, comme des chiens, et nous l'avons fait. » Espérons que l'Arménie et le Haut-Karabagh résistent à l'impérialisme turco-azéri et du nouvel impérialisme russe. Merci camarades pour cette chronique. Nous finirons avec les nouvelles militantes internationales, mais juste avant, écoutons ensemble la météo. Alors Micheline, quoi de neuf à la météo? Alors, à la météo, une forte tempête de feu et d'acier en provenance de l'Azerbaïdjan et de la Turquie se déverse sur l'Arménie. Ces violentes précipitations de bombes touchent plusieurs régions dont le Haut-Karabagh. Ensuite, le déluge incontrôlable de migrants clandestins qui afflige toujours l'Occident ne semble pas présenter de signes de ralentissement. Ce phénomène amènera une augmentation des turbulences dans les pays touchés. Aussi, l'ouragan Trump est bel et bien passé. Par contre, pour ceux qui s'attendent à la venue d'un temps plus clément, nous observons la formation d'un dangereux typhon. Ce cyclone surnommé Biden laisse guère présager une amélioration du climat actuel. Et plus près de nous, une forte dépression touche le Québec et ses environs. La venue imminente de l'hiver laisse entrevoir une dégradation de la situation. Pour conclure, le ciel s'obscurcit à l'horizon. Préparez-vous car la tempête arrive. Alors les enfants, on s'énerve pas, on les aborde, on les égorge, on les étripe, on les massacre et on les coule. Les salles rouges. Les salles jaunes. Non, les salles rouges. Autant pour moi. La montée de l'extrême droite en Europe est un phénomène global. Das ist eine kolossale Konspiration. À l'époque où j'ai commencé la politique, je n'avais pas de moustache, mais j'avais une grosse barre de fer.
Une pandémie sévit partout sur le globe depuis près de 9 mois. Une grande partie de la population mondiale est confinée chez elle, ses libertés de plus en plus restreintes et son moral au plus bas, conduisant les moins stables mentalement d'entre elles à commettre des actes tout à fait hors du commun, comme se déguiser en chevalier médiéval pour tuer des gens innocents à coups de sabre japonais le soir de l'Halloween, pour l'exemple le plus proche. Les systèmes économiques de tous les pays sont au bord de l'effondrement. Un peu partout, les révoltes populaires grondent. Les citoyens se divisent et s'affrontent. Le président turc Erdogan appuie fortement l'invasion migratoire visant à détruire l'Europe et ses identités en violant les frontières grecques pour y faire entrer des masses innombrables de migrants illégaux qui violent, tuent et pillent sur leur passage. Il appuie aussi l'Azerbaïdjan, son allié musulman, en lui envoyant des troupes de terroristes islamistes venus de Syrie pour contribuer à un nouveau génocide de chrétiens en Arménie. L'Europe et la France en particulier croulent sous la multiplication des attaques terroristes au nom d'Allah, qui se traduisent par des attaques à l'arme de guerre ou à la voiture bélier, bien que leur méthode favorite semble être l'égorgement, voire la décapitation rituelle si possible des innocents. Le président Erdogan ne manquera d'ailleurs pas l'occasion de provoquer une nouvelle fois l'Occident en traitant le président français de malade mental comme une pierre de plus ajoutée à l'édification d'un troisième conflit mondial aux allures de croisade d'antan. Vous n'êtes pas dans un roman dystopique mais bel et bien dans le réel de l'an de grâce 2020. Heureusement, les militants partout à travers l'Occident ont décidé de s'engager pour le bien et de consacrer leur vie à lutter pour leurs idées de liberté. Pour l'amour du beau et pour la renaissance de l'esprit européen, enfoui dans le cœur de tous les fils et filles de la grande Europe que les puissants de notre époque craignent plus que tout et cherchent à détruire par tous les moyens possibles. Vous êtes bien à l'écoute de votre rubrique militante internationale de la mensuelle de l'armée des hommes. Alors, bonjour à tous chers auditeurs de la mensuelle, j'espère que vous allez bien malgré ces temps troublés. C'est un plaisir de vous recevoir dans cette chronique pour notre deuxième émission. Passons tout de suite au premier sujet. Donc, premier sujet tout d'abord, je voudrais aborder le sujet du conflit arménien en félicitant tous les camarades ayant brandi drapeaux et banderoles en soutien au peuple arménien qui, une fois de plus, vit une situation tragiquement difficile. Et tout particulièrement l'association Solidarité Arménie qui œuvre sur le terrain pour fournir de l'aide à la fois matérielle aux soldats donc et aux habitants d'Artsakh. Je vous invite fortement à les suivre sur leur Facebook et à participer à leur travail d'entraide en faisant des dons pour leur permettre d'avoir un impact encore plus conséquent pour aider donc ces gens-là qui vivent une situation effroyable. Je passerai directement au sujet 2. Donc dans le sujet 2, j'aimerais parler de la France, donc de plusieurs actions qui ont été menées par différents groupes nationalistes militants qui ont eu lieu avant et après les multiples attaques terroristes qui ont une fois de plus saigné à blanc le pays et ses habitants. Je ne traiterai pas ce sujet des attentats, tout simplement parce qu'il a déjà été fait par mon camarade dans cette émission. Et parce que de toute façon je pense pas être capable de garder mon calme et de rester objectif sans tomber sous le coup de la loi en le faisant. Donc nous traiterons pas ce sujet. Donc je voudrais tout d'abord parler de la manifestation spontanée des militants nationalistes et identitaires de Nice, qui se sont tous réunis pour rendre hommage aux victimes et crier tout haut leur amour de la patrie, la soirée du 29 octobre. Donc c'est suite aux attentats de Nice, la même soirée en fait. Alors ils ont effectué une marche en direction de la basilique Notre-Dame de l'Assomption en scandant des chants et des slogans patriotes qui semblaient vraiment faire trembler la rue tout entière tant ils étaient empreints de conviction. À en croire les images que j'ai pu voir, je dirais qu'ils étaient plus d'une centaine. Donc ils étaient peut-être je dirais 150 peut-être à participer à ce rassemblement et ça s'est donc achevé devant la basilique, où ils ont déposé une gerbe de fleurs et où ils ont scandé vraiment avec ferveur, qui je dois l'avouer m'a profondément ému, une Marseillaise comme un seul homme, qui était le reflet d'une unité nationale et fraternelle puissante et invincible. C'était vraiment, je trouve, un moment émouvant et on voit que malheureusement ça prend des fois des moments difficiles, des situations horribles pour réveiller ce sentiment patriote là chez les militants et l'effet que ça a de tous les réunir, de mettre les conflits de côté, que tous les groupes se réunissent pour rendre des hommages comme ça, je trouve ça tout simplement magnifique. Ailleurs, on pourra noter que
les médias n'ont pas du tout parlé en fait. J'ai fait des recherches rapidement en fait sur le sujet, et à part RT, je pense, j'ai pas vu aucun article en fait passer dans les médias mainstream comme on dit en fait à ce propos. Étonnant, je ne pense pas. Entièrement d'accord. Bref, fermons cette parenthèse sur ce sujet. Ailleurs, on aura aussi pu noter une marche avec des banderoles et fumigènes à Lyon, qui a été faite par nos camarades d'Audace. Donc des bannières sur lesquelles on pouvait lire immigration et sécurité, avec comme des flèches qui signifiant que l'immigration amène l'insécurité en France. Je pense que c'est un secret pour personne. En France comme ailleurs d'ailleurs. On a aussi pu voir un collage de bannières de la part de nos camarades de l'Alvarium à Angers. Donc bannières sur lesquelles figurait l'immigration tue. Les exemples ont été plus que multiples et flagrants ces derniers temps. Nous avons aussi eu un déplacement effectué par les militants d'Octorum qui se sont rendus au collège du Bois d'Aulne à Conflans-Sainte-Honorine. Donc c'est le collège où enseignait Samuel Paty, où il a été sauvagement égorgé par une chance pour la France. Et donc ils étaient munis d'une banderole où figuraient les messages suivants: agression, attentat, l'immigration tue. Donc je voudrais féliciter tous les militants une fois de plus, bravo donc pour leur prise de position ferme qui est essentielle à notre époque où des civilisations sont mourantes du fait de l'inaction de leurs enfants. Et je vous engage fortement à les suivre sur les réseaux sociaux, donc vous aurez pas trop de mal à les trouver, je pense, malgré que Facebook et les réseaux sociaux en général de plus en plus les censurent, nous censurent en général la mouvance nationaliste, les identitaires, la pensée non conforme et impolitiquement correcte de ce siècle, mais en cherchant un peu, vous aurez pas de mal à les trouver. Donc passons au troisième sujet, toujours en France. Du fait du reconfinement, donc la radio la plus rebellement éducative de la capitale a repris du service. Donc je vous invite fortement à aller les écouter. Cette émission s'appelle Radio Paris Vox. Elle est animée notamment par Xavier Aimant, qui est écrivain. Je vous engage aussi fortement à aller consulter ses ouvrages. Il est aussi chroniqueur dans les émissions de Méridien Zéro. Donc vous pourrez retrouver les liens pour leurs émissions sur SoundCloud, ou bien encore sur le site de Méridien Zéro, donc Méridien Zéro qui nous fait aussi l'honneur de diffuser nos émissions. Et donc je tiens à remercier les deux équipes donc pour leur travail vraiment de qualité. Il n'y a rien à redire à chaque fois, c'est vraiment du top, vraiment du top. Alors, ensuite, sujet numéro 4, on va partir maintenant pour l'Italie. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe en Italie ? Tout simplement, en Italie, il y a eu des manifestations de contestation populaire partout dans le pays, vraiment partout. Là, il y a eu un soulèvement dû aux récentes annonces donc de durcissement, durcissement en fait à cause de la crise sanitaire quoi. Donc il s'est réuni commerçants, citoyens et militants nationalistes ils étaient tous unis sous la même bannière donc du masque tricolore. Ils portaient tous des masques aux couleurs de l'Italie. Donc en réponse au confinement et aux restrictions de liberté et au suicide économique dû aux décisions des dirigeants face à la peste bubonique, au choléra. Non, pas au choléra, en fait à une grippe hivernale qui tue grosso merdo 1% des personnes infectées. Sans commentaire. On a pu assister donc à des mobilisations de masse vraiment, donc notamment à Rome, où la foule de manifestants s'est dirigée pacifiquement vers le Parlement pour faire entendre tout simplement sa colère et son incompréhension envers le gouvernement, avant d'être brutalement stoppés par les chiens de garde de la démocratie néolibérale mondialiste, qui, comme à leur habitude, dans tous nos chers pays défenseurs des libertés, ont encore une fois donné une performance remarquable de solo égalitariste de matraques et autres fumigènes contre leurs concitoyens. Concitoyens qui sont tout simplement dans le désespoir, quoi. Puis concitoyens aussi, rappelons-le au passage, qui payent leur putain de salaire, quoi. Bref. Donc cependant, malgré les temps incertains que nous vivons, désolants et mortuaires, il fait toujours chaud au cœur de voir des peuples se dresser contre les maîtres qui les enchaînent, avec autant de courage et de détermination. Le vent de la révolte souffle fort sur l'Europe, et ces bourrasques emporteront les traîtres et les infâmes qui corrompent et avilissent notre civilisation. Voilà messieurs et mesdames,
Ça sera tout pour votre rubrique Militante Internationale. Merci beaucoup encore de nous suivre. Soutenez-nous. C'est pour vous qu'on le fait. Et je vous dis au mois prochain. Merci beaucoup, mon cher. Nous sommes arrivés à la fin de cette seconde mensuelle. En conclusion, nous vous laisserons vous bercer avec une merveilleuse mélodie de cette grande chanteuse québécoise qu'est Marie-Denise Pelletier, qui reprend un classique de la chanson française, Tous les cris, les SOS, composé par le talentueux Daniel Balavoine. Nous nous retrouverons le mois prochain, et d'ici là, rendez-vous à la victoire. Et je cours, je me raccroche à la vie, je me saoule avec le bruit des corps qui m'entourent, comme des lianes nouées de tresse, sans comprendre la détresse des mots que j'envoie. Tous les cris, les SOS partent dans les airs, dans l'eau laissent une trace, dont les écumes font la bonté. Pris dans leur vaisseau de verre, les messages luttent, mais les vagues les ramènent en pierre d'étoiles sur les rochers. Je pense ici à une parole de votre livre qui est un adieu en même temps. Lorsque vous dites « Si je devais emporter cette foi en l'avenir, je serais si heureux de prendre congé de la vie. » Et vous dites « Si je devais ». Je l'emporte quand même. J'ai toujours été un optimiste, vu ça. Je crois que malgré tout, s'il vous plaît, nous n'avons pas tellement péché contre la Providence et contre Dieu pour que nous ayons démérité, en fin de compte, de ce qui peut compter dans la vie des peuples sous forme de recession. Au plan politique, où le Québec se dirigera-t-il, selon vous, compte tenu des 3 options qui lui sont ouvertes présentement? Bien, vous savez, je l'ai dit, dans la mesure où je peux le dire comme prêtre, je crois que nous échapperons difficilement en tenant compte non seulement celui de l'état actuel des Amériques, mais du monde. Il faut savoir ce qui s'en vient. Ce que le monde dans 25 ans ne sera plus le monde d'aujourd'hui. Nous avons, je crois, devant toutes les peines du monde, si la province de Québec veut véritablement réaliser son destin, à ne pas viser jusqu'à l'indépendance. Je vais jusque-là. Il faudra du temps. Il faudra y mettre la manière, s'il vous plaît. Il faudra des hommes. Mais, comment voulez-vous? Nous sommes tellement différents. Comment voulez-vous que nous puissions nous soumettre longtemps à des législations communes?